Bonjour, petite définition de la RSO, responsabilité sociétale des organisations. Mais avant cela, je vais me présenter. Mon nom est Claire Chaduc et j'ai fondé Alterculture. Je suis éco-conseillère au sein donc de cette agence RSO spécialisée culture. Je suis éco-conseillère après 20 ans passés dans le réseau des scènes labellisées de spectacles vivants. J'accompagne, je sensibilise, je forme, j'outille des collectifs de travail dans leur démarche de transformation écologique et sociale en m'appuyant sur la méthodologie de la RSO, mais aussi sur des référentiels issus de la perma-entreprise et du mouvement des entreprises régénératrices. Pour commencer donc par une définition de la RSO, empruntons celle de Michel Capron, ancien président du Forum citoyen pour la RSE. La RSE, c'est le fait de porter attention aux effets et aux impacts des activités humaines collectivement organisées sur l'environnement social et naturel et à leur contribution au bien-être collectif. Il s'agit donc d'une exigence pour les responsables des organisations de prendre en compte ces aspects dans la stratégie et la gestion de leur organisation et d'en rendre compte auprès des tiers concernés. Alors, d'où vient la RSO? La RSO ou RSE pour entreprise trouve en partie ses origines dans les mouvements philanthropiques et aux États-Unis dans les années 1950. Howard Bowen, économiste qui s'inscrit dans la pensée de Keynes, écrit un ouvrage qui a fait date pour la RSE en 1953, Social Responsibilities of the Businessman, qui est le fruit d'une commande institutionnelle des églises protestantes américaines. Bowen cherche à apporter une réponse à une question ancienne qui demeure: comment contrôler et réguler l'entreprise privée dans le sens de l'intérêt public? Cette conception s'inscrit dans le courant dit du business ethics, qui met l'accent sur la responsabilité personnelle morale du dirigeant. Plus loin de nous, le boycott par des consommateurs anglais du sucre de canne des Caraïbes produit grâce à l'esclavage, ou au XIXe siècle en Europe l'apparition d'une législation relative à l'amélioration des conditions de travail des ouvriers, constituent les prémices d'une responsabilité vers plus de social. En réalité, chacun place la responsabilité là où ses intérêts le portent. En effet, un second courant dénommé stratégique utilitariste apparaît dans les années 1970, porté notamment par Milton Friedman, un des économistes les plus influents du XXe siècle. Il est fondé sur l'idée que le sens de la responsabilité sociétale des entreprises est d'augmenter leurs profits, d'améliorer leur performance économique. Ici, la RSE en reste à une définition minimale et renforce un courant de pensée basé sur le développement d'une responsabilité des dirigeants uniquement en termes de création de valeur et de rentabilité économique face aux détenteurs du capital. Bien entendu, mon propos ne se place pas sur ce terrain-là, mais n'oublions pas ces antécédents historiques qui ont amené à une conception de la RSE qui divise ceux qui s'en réclament. Parallèlement, dans les années 1970 et 1980, de grandes catastrophes industrielles font des milliers de victimes et causent des dégâts considérables sur l'environnement. Bhopal, Seveso, la Moco Cadiz. Et des scandales éclatent dans certaines entreprises sur des fraudes et des tests de fiabilité non rigoureux. Ces faits majeurs, largement relayés, créent l'émoi et deviennent le terreau d'une prise de conscience de la puissance des entreprises face à des États de plus en plus effacés. Il faut donc attendre la montée de mouvements de revendication de la société civile face à la toute-puissance de grandes firmes multinationales pour que le principe de responsabilité sociétale inclue les idées de soutenabilité et d'intérêt général. L'organisation n'est pas seulement responsable devant les propriétaires du capital, mais devant l'ensemble des collaborateurs, employés, fournisseurs, clients, territoires, et ne doit pas se rendre coupable de torts sociaux et environnementaux. À la même période, en 1972, paraît le rapport Meadows, commandé par le Club de Rome, et qui met en évidence l'impasse d'une croissance infinie dans un monde aux ressources limitées. La conception moderne de la RSE est la résultante de ce processus historique qui a abouti à l'appropriation des enjeux sociétaux et environnementaux par des citoyens et des citoyennes de plus en plus reliés et de mieux en mieux informés. Il est attendu des entreprises qu'elles considèrent l'impact de leurs activités économiques à tous les échelons de la chaîne de production, aussi bien sur les environnements naturels que sur les populations, qu'elles soient d'ici ou d'ailleurs. Si la RSE n'a pas apporté de résultats probants depuis des dizaines d'années en termes de justice sociale et environnementale, c'est en grande partie car les grandes entreprises en ont retenu une version à minima
et que pour beaucoup d'entre elles, fontaine à eau et reporting extra-financier sont restés des alibis. Autrement dit, la responsabilité est un concept mouvant et la RSE est à juste titre largement critiquée pour son inefficience et son manque d'ambition. Pour revenir au périmètre de la RSE, défini en France par le ministère de la Transition écologique et solidaire comme la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable, intéressons-nous à la norme ISO 26000. Créée en 2010, suite à une grande concertation mêlant ONG, gouvernements, syndicats, entreprises, la norme ISO 26000 permet de donner pour la première fois un cadre à la RSE au niveau international. Elle établit le champ d'action de la RSE selon 7 catégories. La gouvernance de l'organisation, qui est la question centrale de la démarche, les droits humains, droits culturels, les relations et conditions de travail, l'environnement, bien sûr, la loyauté des pratiques, par exemple la lutte contre la corruption, les questions relatives aux usagers, par exemple le traitement des données numériques, et enfin les communautés et le développement économique et social local. En qualité d'éco-conseillère dans la culture, j'aborde la RSO dans les organisations que j'accompagne sous l'angle d'une véritable bifurcation. La transversalité de la démarche, qui en fait tout l'intérêt, est de considérer l'entité dans une dimension holistique. Une RSO menée avec sincérité amène à une vraie transformation en intégrant l'ensemble des impacts et des enjeux sur les écosystèmes naturels et humains. Elle suppose une redirection qui peine à se réaliser tant les intérêts de certains grands groupes économiques sont puissants. Enrichissons les fondements de la RSO, des principes d'action et des ambitions des mouvements de la perma-entreprise et de la régénération des entreprises. Alors pourquoi serait-il intéressant de réfléchir à mettre en place une démarche RSO dans son organisation et notamment au sein des alliances françaises et de l'Institut français? Alors d'abord, pour prendre le train en marche et anticiper sur des réglementations qui sans aucun doute s'imposeront bientôt à toutes les organisations. Le ministère de la Culture est attendu sur la sortie d'une feuille de route sur la question des défis environnementaux qui impactent la filière. Cet enjeu est de plus en plus présent et comme je l'ai indiqué, la transformation écologique impose aussi de travailler l'écologie des relations et de se questionner sur des enjeux plus transversaux. Elle est l'opportunité de rejoindre le courant des pionniers qui agissent sur les pratiques et changent les comportements vers plus d'éthique. Le principal bénéfice de la RSO est de redonner du sens au travail en développant la coopération, le partage des pouvoirs, la transparence, le dialogue avec les parties prenantes. La cohésion de l'équipe en découle et c'est bien souvent le premier effet de la démarche sur les collectifs. Enfin, c'est aussi mettre en acte des valeurs personnelles de plus en plus partagées sur la nécessité de bifurquer pour atténuer les effets des catastrophes environnementales en cours et les effets des soubresauts sociaux. Questionner le pourquoi de son organisation pour entrer dans un processus d'amélioration continue plus respectueux des limites planétaires et conforme à l'économie du donut, afin d'œuvrer dans le sens d'une vraie justice sociale et environnementale.